Bienvenue au balado communautaire de la CDC Plateau Mont-Royal. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce premier épisode de la deuxième saison du balado de la CDC Plateau Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et comme à l'habitude, c'est moi qui animerai cet épisode du balado. Nous sommes le 1er septembre 2021, date d'enregistrement de cet épisode. On entame l'automne sur fond politique avec des élections municipales qui auront lieu au début du mois de novembre. Pour une table de quartier comme la CDC Plateau Mont-Royal, les périodes électorales sont des moments importants afin de faire entendre les enjeux de développement social de nos quartiers aux candidats puis aux candidates qui se présentent. C'est également une période où on tient, autant que possible en tant que table de quartier, à favoriser l'exercice démocratique pour les citoyens et pour les organismes communautaires du quartier. Et là, dans cette perspective, l'épisode d'aujourd'hui, elle va être consacré à l'ABC des élections municipales. Et pour faire ça, j'ai le plaisir de recevoir Anne Gauthier, chargée de projet et de développement au Centre d'écologie urbaine de Montréal. Bonjour. Anne, est-ce que tu peux nous présenter un peu c'est quoi le CEUM? Oui, avec plaisir. Donc, on dit le CUM, le Centre d'écologie urbaine de Montréal. C'est un organisme à but non lucratif qui a 25 ans cette année. Notre mission, c'est de proposer des pratiques et des politiques pour créer des villes plus écologiques, plus en santé et plus démocratiques. Donc, pour ça, on a comme 3 grands volets d'intervention. On a le volet urbanisme participatif. Donc, l'idée, c'est que les villes soient aménagées avec les gens qui y vivent. Donc, c'est toutes sortes de démarches qui sont proposées pour que nos aménagements, nos villes aménagent des nouveaux espaces publics avec ceux qui les utilisent. Avec la population qui connaît les besoins à cet endroit-là, qui utilise l'endroit, qui a des idées à proposer. On a aussi un volet qui est environnemental, donc qui est, on pourrait dire, du verdissement participatif. Donc, c'est d'accompagner des groupes de citoyens à verdir certains endroits qui sont qui ont trop de béton, par exemple, puis qui sont vraiment chauds, puis qu'on veut, qui manquent vraiment de fraîcheur, qui manquent de belles plantes. Donc, c'est d'aller aider des groupes à verdir certains endroits. Et on a le volet démocratie participative, qui est de créer des démarches pour faire en sorte que la population puisse participer aux décisions publiques, aux décisions que les villes prennent. Donc, on a différentes démarches qu'on propose aux villes pour qu'elles incluent la population dans la prise de décision. Donc, l'idée, c'est pas juste de voter aux 4 ans quand on est dans la démocratie, mais qu'entre les élections, dans notre quotidien, on puisse nommer nos idées puis participer à la décision. OK, c'est intéressant. C'est le troisième volet étant assez en lien, effectivement, avec l'émission d'aujourd'hui. Je retiens aussi à travers urbanisme participatif, verdissement participatif, démocratie participative, il y a quelque chose du lien direct avec le citoyen qui me parle beaucoup aussi avec la thématique de développement social, là, qui est la mission d'une table de quartier. Anne, mon objectif avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte qu'une personne qui ne s'y connaît pas très bien par rapport aux élections municipales soit capable de suivre la campagne électorale
et soient mieux en mesure de faire un choix éclairé le 7 novembre prochain. Je rappelle, 7 novembre, l'émission, aujourd'hui on enregistre le 1er septembre, on est en campagne fédérale, mais l'émission devrait sortir dans le coin du 20 septembre, donc pour les gens qui pourront nous écouter, il y aura moins cette confusion-là, probablement, du moins je l'espère. Et bon, au niveau municipal, il y a quelque chose d'un peu plus complexe quand même, là, au niveau le bulletin de vote d'abord, des trucs comme ça, on pourrait y revenir. Mais pour arriver à cet objectif-là, je nous propose donc d'aborder les éléments de base pour comprendre le système électoral municipal. Ensuite, les notions de vie démocratique et de pouvoir des citoyens. Et on pourra compléter l'épisode aussi avec les enjeux sociopolitiques à Montréal et comment les différents partis tendent à se positionner face à ceux-ci, idéalement dans une posture là, de neutralité, l'idée vraiment d'être dans la vulgarisation un peu, puis de rendre accessible un peu certaines notions de base là, par rapport à la politique et les élections municipales. Ça te va? Oui. OK, donc, pour débuter la discussion, je nous invite à aborder, comme je disais, les aspects de base pour comprendre un peu mieux le système électoral municipal. Donc d'abord, quels sont les différents paliers de gouvernance au Canada? Quelles sont les responsabilités de ces différents paliers-là, là, surtout au niveau municipal? Oui, donc au Canada, il y a 3 paliers de gouvernement. Si on commence par le palier du Canada, le plus large, on l'appelle le fédéral. Puis, c'est un palier qui prend des décisions, en général, là, qui vont toucher l'ensemble du pays. Comme on peut penser à la défense nationale. La Poste, c'est Poste Canada qui livre dans toutes les maisons au Canada. Des affaires étrangères, on a l'assurance-emploi, le transport des marchandises, et donc aussi les chemins de fer, le téléphone. Le droit criminel, par exemple. Donc, c'est vraiment le fédéral se charge des enjeux qui touchent l'ensemble de la population du Canada. Ensuite, on a un palier qu'on appelle le provincial. Donc, on a 10 provinces au Canada et 3 territoires. Et donc, chacun va avoir son gouvernement qui va prendre des décisions pour sa propre population. Puis, donc, le provincial a des responsabilités qui lui sont réservées. Donc, on a par exemple l'éducation, la santé, les prisons, la gestion de certaines ressources naturelles, le code de la route, le mariage, par exemple. Puis, et donc, les gouvernements provinciaux peuvent faire des choix différents dans ces sujets-là. C'est vraiment réservé à leur population. Et le municipal, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le palier le plus proche de nous. Le municipal, il régit l'administration d'une ville. Donc, c'est au conseil municipal que vont être pensés les lois et règlements pour gérer une ville, comme un budget, adopter les budgets, les taxes municipales, l'aménagement et l'entretien des parcs, des espaces publics puis de nos rues locales, la sécurité dans une ville, donc comme la police locale, le développement économique local. Donc, on parle du développement d'une ville, du développement économique d'une ville. On n'est pas au niveau de la province, mais de la ville. Le sport, la culture, les loisirs, comme avec nos bibliothèques, nos maisons de la culture. Le transport local, comme les pistes cyclables. Le transport en commun, puis ce qu'on appelle la voirie locale, qui est l'entretien de nos rues, tout ce qui nous permet d'avoir un accès sécuritaire à l'espace public. Puis des responsabilités en environnement aussi. Donc, on sent cette proximité-là dans les responsabilités du municipal qui sont très proches des citoyens, des citoyennes, peut-être un petit peu plus, là, en tout cas à certains égards, que les responsabilités fédérales et provinciales qui touchent peut-être un peu plus des lois un peu plus at large. Je ne peux pas m'empêcher de penser aussi que dans une métropole, ou du moins une grande ville comme Montréal, il y a forcément un impact dans le développement parce que c'est des budgets qui sont quand même assez considérables avec lesquels se retrouvent les élus. D'ailleurs,
Si on se concentre au niveau de l'île de Montréal, justement, quelles sont les spécificités de la carte électorale montréalaise? Combien est-ce qu'il y a d'arrondissements, de districts? Comment, peut-être, là, si tu peux répondre, mais comment les districts sont dessinés, par exemple? Oui, effectivement, la carte montréalaise, c'est important de l'expliquer parce qu'elle a des particularités qui lui sont propres. Puis je vais l'expliquer en deux grands éléments. Donc, le premier, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'île de Montréal, il y a plusieurs villes. Il n'y a pas juste la ville de Montréal. On pourrait penser, ce serait logique, que l'île de Montréal, c'est une seule ville, c'est la ville de Montréal, mais non, historiquement, il y a plusieurs villes qui se sont créées. Il y en a 16, donc la ville de Montréal et 15 autres villes qu'on appelle les villes liées. Chaque ville va mener sa propre élection les 6 et 7, le 7 novembre prochain. Au Québec, toutes les villes maintenant ont leurs élections en même temps. Et donc, des exemples, il y en a plusieurs villes à la pointe ouest de l'île, comme Dorval, Baie-d'Urfé, Beaconsfield. Au centre, il y en a quelques-unes aussi, comme Westmount et Côte-Saint-Luc. Puis à l'est, on retrouve Montréal-Est. Donc ça, c'est pas des villes qui font partie de la ville de Montréal. Donc, c'est des territoires, des villes en elles-mêmes qui sont comme indépendantes au sein de la région de Montréal, elles sont indépendantes de ce qu'on appelle la ville de Montréal comme telle. Et la ville de Montréal, elle est donc composée d'une panoplie d'arrondissements à ce moment-là? Exactement, c'est ça. C'est des villes indépendantes. Puis, donc le territoire de la ville de Montréal sur lequel nous, on veut se concentrer aujourd'hui, c'est 19 arrondissements. C'est ça, historiquement, comment ça s'est constitué, la ville de Montréal. Bien, aujourd'hui, là, avec son histoire, la ville de Montréal couvre 19 arrondissements. Un arrondissement, c'est comme une division administrative d'une ville. C'est comme si Montréal s'était divisé en 19 autres plus petites entités qui peuvent prendre des décisions aussi donc pour l'arrondissement, pour la population de l'arrondissement. Le plateau Mont-Royal, c'est un arrondissement de la ville de Montréal. Mais on a aussi Huntsic-Cartierville, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierrefonds-Roxborough, Anjou, La Salle, La Chine, Ville-Saint-Laurent. Même si ça s'appelle Ville-Saint-Laurent, c'est un arrondissement aujourd'hui de Montréal. Donc, on en a 19. Et donc, donc la ville de Montréal, sur laquelle on se concentre, c'est 19 arrondissements. Et donc, ça donne différents conseils où les élus prennent des décisions à Montréal. Tu as le conseil municipal qui va prendre des décisions pour les 19 arrondissements, pour l'ensemble du territoire. Et après ça, chacun des 19 arrondissements a son conseil d'arrondissement qui prend des décisions pour la population de l'arrondissement. Donc, c'est un peu comme au Canada, on avait le fédéral qui prenait des décisions pour l'ensemble du pays, le provincial pour la population de la province, puis le municipal, chaque ville prend des décisions pour sa population dans la ville. Bien, à Montréal, il y a aussi plusieurs conseils. Un conseil municipal qui couvre l'ensemble des 19 arrondissements, puis chacun des arrondissements a son conseil. Puis, au niveau de la représentation, est-ce qu'on faisait un parallèle, par exemple, avec, mettons, une gouvernance avec différents paliers un peu asymétriques, comme, par exemple, le fédéral, provincial? Est-ce que dans le cas de figure du municipal, les arrondissements, j'imagine, ils n'ont pas tous le même bassin de population, des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des variations? Ou est-ce que c'est la même représentativité, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Ça m'amène à la deuxième explication que je voulais vous donner. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vote au sein d'un district électoral. Donc, Montréal, c'est 19 arrondissements. Mais pour les élections, chacun des arrondissements est divisé en plus petites zones, comme des secteurs, qu'on appelle des districts électoraux. L'effet que ça a sur la population, c'est pour les électeurs, c'est qu'on est divisé en groupes. Puis l'idée, c'est que chaque groupe soit représenté de la même façon, comme tu l'as nommé. Parce qu'effectivement, donc chaque groupe va avoir un conseiller qui va le représenter, un élu, au minimum. Donc, l'idée des districts électoraux, c'est justement, il y a des arrondissements qui ont une
population plus grande que d'autres. Mais comme ces arrondissements-là vont être redécoupés en plus petites zones, ça va créer une homogénéité sur le territoire qui va faire en sorte que de respecter le principe démocratique fondamental de l'égalité du vote des électeurs. Chaque élu doit représenter à peu près le même nombre d'électeurs. Donc, la règle là, au Québec, là, c'est comme ça dans chaque ville de 20 000 habitants et plus doit diviser son territoire en districts électoraux. Ce qui fait en sorte qu'au final, à peu près partout, on va avoir des groupes d'électeurs qui vont être représentés de façon juste et équitable parce qu'ils ont à peu près soit la même taille, ou il y a des critères, c'est la taille de la population qu'on va prendre en compte, les conditions sociales et économiques de la population, les barrières physiques. Si dans un coin, on habite près d'une autoroute, bien ça peut aider à délimiter le territoire du district électoral. Donc, il y a des critères qu'on prend en compte pour que chaque électeur soit représenté de façon égale au conseil municipal. À Montréal, donc 19 arrondissements, il y a des arrondissements avec 100 000 personnes, des arrondissements avec plus de 20 000 personnes. Si l'arrondissement de 100 000 personnes n'était pas redivisé en district électoral, qui est une zone de représentation des électeurs, bien, moi, si je vote avec 100 000 personnes puis que j'ai juste une personne, un conseiller qui va me représenter dans les conseils décisionnels de la ville, mais c'est pas la même chose que si j'habite dans l'arrondissement de 20 000 personnes puis qu'il y a une personne qui représente 20 000 personnes versus une personne qui représente 100 000 personnes. C'est pas juste, c'est pas la même chose. Donc, oui, à ta question, le district électoral permet d'assurer une représentation juste et la plus homogène possible des électeurs. Ça nous amène en fait à la prochaine question que j'avais envie de te poser qui concerne le mode de scrutin au municipal qui est un peu différent de ce qu'on connaît au provincial et au fédéral. Donc au municipal, on doit choisir plusieurs candidats ou candidates sur notre bulletin de vote. Et là, je pense qu'on peut rester at large un peu parce que je suis conscient que d'un arrondissement à l'autre, ça peut varier, là, cet aspect-là. Mais si on prend, par exemple, le plateau Mont-Royal, vu je vais être très arbitraire, vu que c'est notre table de quartier ici. Donc ici, les électeurs, les électrices vont devoir, sur leur bulletin de vote, choisir 4 candidats ou candidates, donc au niveau de la mairie de Montréal, au niveau de la mairie d'arrondissement, au niveau du conseillère de ville et conseiller ou conseillère d'arrondissement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là, là, qui est dans la même lignée un peu de ce que tu as commencé à nous expliquer, en fait? Oui, encore une fois, je vais donner 2 explications. Puis juste avant, juste mentionner qu'on peut aller sur le site d'Élections Montréal. Élections Montréal a un nouveau site, très le fun. Élections avec un s.montréal.ca pour s'informer parce que ce qu'on explique, c'est, comme tu l'as dit, c'est différent dans chaque arrondissement. Donc, là, on va donner l'exemple de Plateau-Mont-Royal. Je vais aussi donner un autre exemple, mais si vous écoutez puis vous venez d'un autre arrondissement, bien, vous pouvez aller voir sur le site d'élections.montréal.ca il y a une section où vous pouvez indiquer vous habitez où, puis vous allez voir vous êtes dans quel district, vous allez devoir voter pour combien de personnes. Puis vous pouvez aussi appeler là, au 514-872-VOTE, ce qui donne 514-872-8683. Il va y avoir toutes les informations, les gens vont pouvoir vous répondre, donc voilà. Mes 2 explications. Pourquoi on vote pour plus d'un candidat aux élections montréalaises, puis qu'est-ce qui se passe au plateau Montréal. Donc d'abord, comme je l'ai dit, si on revient à l'île de Montréal, il y a 3 conseils décisionnels. Ces 3 conseils-là ont des responsabilités différentes, prennent donc des types de décisions différentes sur des enjeux qui leur sont propres. Donc, simplement, nous, on doit voter pour élire des représentants pour aller sur chacun de ces conseils-là. Je vais nommer les 3 conseils.
comme je l'ai dit tantôt, le conseil vraiment le plus proche de nous, qui prend vraiment des enjeux qui nous touchent dans notre quotidien, là, quand on va dans nos parcs, pique-niquer, s'amuser, ou quand on va à la bibliothèque, c'est le conseil d'arrondissement. Donc, chacun des 19 arrondissements a son conseil, qui est présidé par le maire d'arrondissement, le maire ou la mairesse d'arrondissement, et sur lequel siègent aussi les conseillers d'arrondissement et les conseillers de la ville. Au conseil municipal, ça, c'est le conseil qui prend les décisions pour l'ensemble des 19 arrondissements. C'est présidé par le maire ou la mairesse de Montréal, les maires de chaque arrondissement et les conseillers de la ville. Et ça, c'est des enjeux un peu plus larges, comme on le met tantôt, comme faire un plan global pour aménager la ville de Montréal, un plan qui va donner des orientations aux 19 arrondissements. Mais aussi, par exemple, la gestion des déchets. Les arrondissements ont la responsabilité de récolter les déchets, mais après ça, c'est la ville de Montréal qui va penser comment ils vont être gérés ces déchets-là une fois qu'ils sont récoltés par les arrondissements. Fait qu'on peut voir un petit peu là, la différence entre les décisions. Mais il y a un troisième conseil qu'on n'a pas encore mentionné, qui prend des décisions encore plus larges, qui est le conseil d'agglomération. Et là, qui va faire travailler ensemble la ville de Montréal et les 15 autres villes qu'on mentionnait tantôt. Et là, ils vont prendre des décisions qui affectent la population de l'île au complet, comme par exemple le transport en commun. Le transport en commun dessert toute l'île, là. Il ne s'arrête pas à la limite des 19 arrondissements. Le logement social aussi, qui est un enjeu sur l'île au complet. Donc, ces trois conseils-là, ça nous prend des élus sur chacun des conseils. Puis ces conseils-là, des fois, il y a des responsabilités qui se partagent, c'est pas coupé au couteau, mais c'est à peu près ça, leur différence. Et là, donc, si on revient à la Ville de Montréal, toute la population des 19 arrondissements va voter pour le maire ou la mairesse de la ville. La population de chaque arrondissement va voter pour son maire d'arrondissement, sauf une exception que je vais mentionner après. Et on se rappelle, on vote à l'intérieur d'un district. Bien, chaque district va voter pour son conseiller, soit de la ville, soit conseiller d'arrondissement. Puis là, c'est là qu'il y a des différences entre les arrondissements. C'est là qu'on peut aller s'informer, aller voir sur le site pour voir, moi, mon arrondissement, je vote pour combien de personnes, parce que c'est différent. On va voter pour 2 à 5 personnes selon notre arrondissement. OK. Oui, puis de toute façon, on répétera à la fin de l'épisode les liens parce qu'il y a une difficulté inhérente. Là, on est tous les deux derrière un micro à discuter, mais il y a quelque chose, en n'ayant pas un outil d'infographie, une image là, qui est difficile, mais je te laisse poursuivre. Bien, je voulais juste mentionner l'exception à Ville-Marie, qui est au centre-ville. Automatiquement, le maire ou la mairesse de Montréal, c'est le maire ou la mairesse du centre-ville de Ville-Marie. Donc, à Ville-Marie, on ne vote pas pour un maire d'arrondissement parce que notre maire d'arrondissement, ça va être le maire ou la mairesse de Montréal. Fait qu'en ce moment, à Ville-Marie, le maire, c'est Valérie. La mairesse, c'est Valérie Plante. OK, de facto. Ouais. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui s'explique historiquement, cet élément-là, ou... J'imagine que oui, mais il faudrait faire des petites recherches. Fait qu'il y a une autre règle qui s'applique. C'est une règle qui s'applique juste au conseil d'arrondissement. Il faut qu'il y ait un minimum de 5 conseillers dans chaque conseil d'arrondissement, incluant le maire. Fait que le maire et 4 autres conseillers. Et donc, vu qu'on élit, nous, nos conseillers au sein d'un district, puis que c'est pas tous les districts qui ont le même nombre c'est pas tout le même nombre d'arrondissements qui ont c'est pas tous les arrondissements qui ont le même nombre de districts. J'ai réussi à le dire. Donc, le nombre de personnes pour qui on va voter le jour des élections va dépendre du nombre de districts qu'on a dans notre arrondissement. Fait que si on prend l'exemple du plateau Mont-Royal, pour rendre ça concret, il y a 3 districts. Jeanne-Mance, Myland, Delorimier. Donc, en plus de voter pour le maire ou la mairesse de la ville et le maire ou la mairesse de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, chacun des 3 districts va voter pour un conseiller de la ville. Fait que si on prend la composition de notre conseil d'arrondissement, ça nous donne 4 conseillers. Le maire ou la mairesse de notre arrondissement,
et nos 3 conseillers de ville. Mais là, on se rappelle que la règle, c'est d'en avoir minimum 5. Fait qu'il en manque un. Donc, ce qui a été décidé, c'est que chaque district va aussi élire un conseiller d'arrondissement. Donc, ça va faire 7 conseillers finalement au conseil d'arrondissement. Le maire ou la mairesse de l'arrondissement, les conseillers ou conseillères de la ville, plus les conseillers ou conseillères de l'arrondissement. Si on prend l'exemple de Huntsic-Cartierville, il y a 4 districts. Donc, la population vote, encore une fois, pour le maire ou la mairesse de la ville, maire ou mairesse d'arrondissement. Et là, chacun des 4 districts vote pour son conseiller de ville. Fait que là, sur notre conseil d'arrondissement, on a 5 personnes, le maire ou la mairesse d'arrondissement, puis les 4 conseillers, conseillères de ville. Donc là, on est correct. On n'a pas besoin de voter pour un conseiller d'arrondissement en plus. Donc, à Huntsic-Cartierville, on va voter pour 3 personnes, maire ou mairesse de ville, maire ou mairesse d'arrondissement, puis conseiller de ville. Versus au Plateau-Montréal, on vote pour 4 personnes parce qu'on ajoute le conseiller d'arrondissement. Donc, on vote de 2 à 5 fois selon l'arrondissement, puis donc, je vous invite encore une fois à aller voir le site d'Élections Montréal pour savoir. Puis nous, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, on crée à chaque élection des outils de vulgarisation. De ça, c'est ça, on appelle ça le cadre électoral. Le guide s'appelle l'ABC des élections municipales, c'est pour ça que tu as nommé ça tantôt. Puis ça va être rendu disponible sur notre site Internet rapidement, dans quelques semaines. Puis donc, les tables de quartier, les organismes communautaires, ou même tous les citoyens et non-citoyens peuvent le télécharger pour comprendre les élections. Donc, notre site, c'est écologieurbaine.net. Est-ce que tu peux, parce que bon, le podcast s'adresse à la population, oui, mais il peut aussi s'adresser à des gens, des travailleurs, travailleuses du milieu communautaire. Je pense par exemple à des personnes qui n'ont pas nécessairement grandi au Québec et puis qui peuvent, je sais pas, un ou une intervenant qui voudrait des fois répondre à des questions, mais qui ne connaît pas lui-même ou elle-même là, un peu la mécanique des élections puis la politique ici. Donc, je te pose la question suivante. Comment se déroule une campagne électorale? Qu'est-ce qu'on surveille? Oui, donc je vais parler un peu du calendrier. Puis après ça, quoi surveiller? Donc, la période électorale au municipal se déroule du 17 septembre 2021 au 7 novembre 2021. Et donc, ceux qui sont éligibles à se présenter comme candidats aux élections, puis qui souhaitent le faire, bien, ils vont pouvoir déposer leur candidature du 17 septembre au 1er octobre. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, bien, les candidats, ils vont nous solliciter parce qu'ils veulent nous faire connaître c'est quoi la vision qu'ils ont pour Montréal pour les 4 prochaines années. C'est quoi leurs valeurs qu'ils mettent de l'avant, qu'ils prônent. Puis c'est quoi les idées qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, quels projets ils veulent réaliser. Donc, ils vont nous faire des promesses électorales. C'est ce qu'ils nous promettent de faire si on les élit d'ici 4 ans. Ils vont essayer de nous convaincre donc de voter pour eux. Puis ça, ils peuvent faire ça de différentes façons. Ils peuvent nous solliciter en allant nous rencontrer dans les lieux publics là, où on se tient, dans les parcs, sur les rues piétonnes, par exemple, dans les marchés publics. Donc, ils vont venir nous parler. Mais aussi, ils ont des équipes de bénévoles qui font du porte-à-porte pour parler à tout le monde, s'assurer qu'on connaît le candidat puis ce qu'il propose. Puis, il y en a même qui le font par téléphone, qui vont appeler. Donc, ça, c'est... On va être sollicité de différentes façons. Une chose à surveiller, c'est qu'il va y avoir des débats qui vont être organisés entre ceux qui se présentent, entre les candidats. Par exemple, les journalistes en organisent, mais aussi les organismes communautaires. Il y en a qui organisent des débats entre ceux qui se présentent pour être conseillers d'arrondissement, par exemple, pour qu'on puisse les connaître. Donc là, ils sont réunis tous ensemble, puis il y a quelqu'un qui leur nomme des sujets, des enjeux, puis chaque candidat a à dire sa vision par rapport à cet enjeu-là, puis qu'est-ce qu'il propose comme solution. Et ça, c'est intéressant à écouter, à regarder, parce que ça nous permet vraiment de voir, bien,
à partir de nos valeurs à nous, puis les besoins qu'on a par rapport à ce qu'on vit à tous les jours, puis les idées peut-être qu'on a pour les régler, bien, quel candidat nous correspond? Quel candidat a des valeurs qu'on partage? Quel candidat a une vision qu'on aime puis qu'on voudrait supporter? Puis quel candidat a des idées qu'on trouve intéressantes? Puis, ah oui, moi, le projet qu'il propose, j'aimerais ça le voir dans ma ville, j'aimerais ça le vivre, en fait. Puis donc, on peut aller sur les sites Internet aussi. Les partis politiques ont des sites Internet, ils présentent leurs candidats, ils présentent leurs propositions, leurs visions. Donc, c'est toutes des façons qu'on peut s'informer, puis revenir à soi, puis se dire, bien moi, en fonction de ce que je veux, de ce que je vis, quel candidat j'ai envie de soutenir. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit mot sur le fait que nous, ici à la table de quartier, on compte organiser un débat. Je ne veux pas trop m'avancer actuellement au moment de l'enregistrement de l'épisode. Comme je disais tantôt, il risque de sortir peut-être dans 2-3 semaines cet épisode-là. Donc, on a une date en tête que je n'aimerais pas pour l'instant l'enregistrement au cas où elle changerait. Mais j'invite les gens qui vont nous écouter à essayer de suivre ça sur les réseaux sociaux là, ou notre site Internet, à savoir à quelle date ça va avoir lieu. Et sinon, peut-être rapidement, mais qui peut voter? Comment on vote? Oui, c'est la question importante là, tout le monde veut savoir. Donc, qui peut voter? C'est des personnes qui peuvent voter, pas une entreprise. Personnes de 18 ans et plus qui ont la citoyenneté canadienne avant le 1er septembre 2021, donc avant aujourd'hui, jour de l'enregistrement. Pas jour de la diffusion du podcast, mais jour de l'enregistrement. Donc, citoyenneté canadienne avant le 1er septembre 2021. Et une personne qui habite à Montréal. Puis au Québec, là, depuis au moins le 1er mars dernier, le 1er mars 2021. Puis il faut être éligible à voter, donc ne pas être en curatelle ou être frappé d'une incapacité prévue par la loi. Donc ça, c'est les critères pour pouvoir voter. Moi, je veux mentionner quelque chose de très important puis qui n'est pas connu. C'est qu'on doit aussi être inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est une liste qui comporte les noms de toutes les personnes qui ont droit de voter. Puis il faut s'assurer qu'on est sur la liste. Puis qu'on est inscrit sur la liste à notre bonne adresse. Si on a déménagé récemment, il faut le signaler. Parce que faut qu'on vote dans le bon arrondissement, dans le bon district. Puis ça, c'est lié à notre adresse de maison. Puis comment les gens peuvent s'assurer qu'ils sont sur la liste? Oui, donc la liste est révisée va être révisée du 12 au 18 octobre prochain. Ça va être à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, entre le 12 et le 18 octobre prochain, qu'on va pouvoir faire les changements s'il y a des changements à faire. Donc, comment on peut savoir? On va recevoir un peu en avance une carte électorale par la poste. Sur cette carte-là, ça va être écrit les personnes qui sont inscrites sur la liste électorale pour chaque adresse. Fait que c'est vraiment par rapport à notre adresse de maison qui est inscrit sur la liste électorale. Fait que si on est plusieurs colocs, on a tous droit de voter, bien, nos noms sont tous censés y être. Si vous avez déménagé, ça se peut que votre nom soit à votre ancienne adresse. Si on ne reçoit pas la carte de rappel, ça peut arriver, je sais pas, un problème de poste. Bien là, on va voir sur le site d'Élections Montréal, encore une fois, vous allez pouvoir vérifier si vous êtes inscrit ou vous appelez au numéro qu'on a donné tantôt. Vous pouvez appeler. Puis, on va pouvoir donc vérifier avec vous si vous êtes inscrit. Juste mentionner, les propriétaires d'immeubles à Montréal, là, ceux qui ont des propriétés à Montréal, ils peuvent voter, mais ils doivent en faire la demande écrite en avance. Donc, je vous invite, si c'est votre cas, à aller voir sur le site, encore une fois, d'Élections Montréal. Et les personnes en situation d'itinérance à Montréal peuvent voter. Mais comme ça prend une preuve d'adresse, puis que souvent... on n'en a pas quand on est en situation d'itinérance, bien, on peut aller voir son organisme, un organisme qui nous offre des services. Puis, en remplissant un formulaire d'attestation, bien, on va pouvoir utiliser l'adresse de l'organisme. Donc, encore une fois, vous pouvez aller voir sur le site d'Élections Montréal, mais aussi d'Élections Québec. Il y a toutes les informations, il y a le formulaire à remplir pour ce faire. Très bien. Puis,
Donc, du 12 au 18 octobre, ça va être la période de révision. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on va recevoir nos cartes ou on va les avoir reçues avant ces dates-là? On va les avoir reçus avant pour que le 12, on puisse, s'il y a lieu, s'inscrire sur la liste. OK, et j'entends donc que le 12 au 18, c'est la période pour apporter les corrections ou Ouais. s'assurer d'être inscrit à Ouais. la bonne adresse. Ouais. Et donc, contrairement, en fait, c'est une question, là, mais contrairement à d'autres, des élections à d'autres paliers, où ce que, à ma connaissance, on peut se rendre le jour même puis prouver qu'on n'est pas inscrit, puis bon, s'assurer d'être mis, d'être ajouté puis d'être mis sur la liste électorale. Est-ce que j'entends que passer le 18 octobre, c'est au municipal, c'est vraiment, là, il est trop tard. C'est ça, il est trop tard. On OK. ne pourra pas, au municipal, à Montréal, on ne pourra pas se présenter le jour du vote avec une preuve d'adresse. Là. C'est obligatoire, c'est pour ça que j'insistais pour le dire. On va se faire revirer de bord, puis ça sera pas le fun. Fait qu'il faut vraiment le faire du 12 au 18 octobre, vraiment. Une information importante, surtout pour des organismes communautaires. Des fois, sachant cette information-là, on pourra essayer d'inciter auprès de la population puis rappeler ce message-là. Oui. Puis une fois, donc, on s'est assuré qu'on est inscrit, on va recevoir une autre carte, un autre carton dans notre poste qui s'appelle la carte de rappel. Et ça va nous indiquer où on doit aller pour voter. Ça va nous indiquer l'adresse de notre bureau de vote. Puis ça, c'est vraiment lié à notre adresse de maison. Là. C'est vraiment, selon où j'habite, ça va m'indiquer où aller voter. Fait que ça, il faut vérifier parce qu'on ne peut pas se rendre n'importe où pour voter. Là. C'est pas parce que on sait qu'à tel endroit, il va y avoir un bureau de vote, par exemple, dans un centre communautaire, une école, qu'on peut juste se rendre. Là. Nous, il faut vraiment aller à l'endroit qui nous est indiqué. Fait que ça, si on ne reçoit pas justement ce carton-là là, pour X raisons, ben on peut aller voir sur le site d'Élections Montréal ou appeler. Puis, fait nouveau cette année, certains groupes de personnes, c'est vraiment écrit qui, là, ils vont pouvoir voter par correspondance. Donc, ils vont recevoir un kit de vote par la poste, puis ils vont pouvoir l'utiliser pour voter sans se déplacer. Puis, donc ça, il faut en faire la demande en avance. Puis, les groupes, c'est ceux qui habitent en résidence privée pour personnes âgées. Et il y a une liste d'établissements aussi là, qui est permise. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour une raison de santé et ceux qui vont être en isolement recommandé ou ordonné par les autorités de la santé publique à cause de la COVID. Donc, c'est vraiment réservé que à ces groupes-là. Là. Fait que si on va en personne voter, il faut amener une pièce d'identité qui est autorisée. C'est important d'aller voir c'est lesquelles, puis d'amener notre carte de rappel qui dit où on va voter. Ça, c'est juste que ça facilite, là, quand on arrive au bureau de vote, ça va faciliter pour ceux qui nous reçoivent de nous indiquer où voter exactement. Si on vote par correspondance, c'est ça, il faut faire la demande en avance là, par écrit. Et quand on vote, puis je finis là-dessus, cette année, nouveauté à Montréal, il y a 2 jours de vote. Normalement, on vote juste une journée. Fait que là, c'est les samedis et dimanches 6 et 7 novembre prochains, là, 2021, de 9h30 à 20h. Et pour ceux qui ne pourraient pas ces 2 jours-là, il y a ce qu'on appelle le vote par anticipation, donc en avance. Et c'est les samedis, dimanches 30 et 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h. Anne, on entend souvent un cliché en politique par des personnes qui croient que leur vote ne change rien, que tous les partis politiques reviennent au même, et j'aimerais t'entendre sur ça. Donc, comment les élus influencent-ils la vie des électeurs? Pourquoi voter? Est-ce que notre vote a un réel impact en bout de ligne? Oui, mais on a justement fait circuler un petit sondage récemment auprès de jeunes, puis on leur a demandé pourquoi ils iraient voter. Puis c'est intéressant ce qui sort, c'est pour exercer son pouvoir décisionnel, pour faire la différence, pour soutenir les personnes là, qui vont nous représenter, qu'on veut qu'ils nous représentent, puis pour s'exprimer sur les sujets qui nous touchent. Donc, si j'y reprends un par un, dans le fond, le fait de voter aux 4 ans, ça va faire en sorte qu'on va choisir les personnes qui vont nous représenter pour les 4 prochaines années, vraiment les personnes qui vont prendre des décisions à notre nom. Donc, c'est important d'aller voter parce que on va donner notre appui à un candidat versus un autre. On va lui dire, ben moi, les valeurs que tu mets de l'avant, la vision que tu as, les solutions, les idées que tu proposes, ben ça correspond aux miennes. Puis je te donne donc mon appui à toi, puis je veux que ce soit toi qui me représente durant 4 ans. Donc, puis
Donc, on va vraiment soutenir un candidat versus un autre. On va y donner notre soutien. Puis, il y a tout le temps des pourcentages de votes qui sont faits après, là, des calculs. Puis, donc, le candidat, selon le nombre de votes qu'il a reçu, bien, ça lui dit j'ai quand même reçu cet appui-là de la population, que j'aie été élu ou pas. Il y a quand même cette portion-là de la population qui a dit que moi, les valeurs que je nomme, ben ils ont de l'intérêt, sont importantes. Fait que, oui, peu importe le résultat de l'élection, que notre candidat qu'on a choisi il soit élu ou pas, on a quand même mis de l'avant c'est quoi nos valeurs, c'est quoi que nous, on veut pour les 4 prochaines années. Puis au municipal, c'est quand même un palier de gouvernement qui est plus proche de nous. On vote dans des plus petits groupes d'électeurs. Donc, notre vote a quand même un poids qui est plus grand. Puis, le conseil municipal, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, vu qu'on doit voter pour plusieurs personnes le jour du vote, bien, des fois, on peut décider d'élire le maire de la ville qui propose une telle vision, qui vient d'un parti, puis choisir un candidat pour notre conseil d'arrondissement qui vient d'un autre parti ou qui est indépendant, qui propose d'autres choses, parce que peut-être qu'on le connaît, puis que ça fait longtemps qu'il est élu, puis qu'il a fait ses preuves, puis Donc, ça va faire un conseil municipal qui est un peu mixte, qui peut être mixte. Donc, c'est intéressant, tu sais, les choix qu'on peut faire, puis soutenir comme ça. Puis, j'entendais récemment à la radio que ce qui préoccupe beaucoup les jeunes en ce moment, c'est l'environnement. Hein, on comprend, avec tout ce qui se passe. Et que si les jeunes votaient, bien, il y aurait beaucoup plus de candidats qui seraient élus qui portent des valeurs environnementales. Mais les jeunes ne vont pas voter. Donc, ça paraît comme pas aux élections, ça se concrétise pas aux élections. Donc, oui, notre vote quand même a une valeur. Donc, j'entends que c'est encore un défi de convaincre les jeunes ou de faire passer le message qu'il y a un poids dans leur vote. D'ailleurs, aussi, si je peux me permettre d'ajouter, mais avec les années qui passent, puis à force de travailler dans des organismes communautaires, on a accès à un autre, comment je dirais, du moins je vais parler pour moi, mais j'ai pu observer plusieurs politiciens qui font un travail quand même de représentation, puis mais aussi d'être à l'écoute de leurs concitoyens. Enfin, certains ou certaines plus que d'autres, là, c'est vrai, mais n'en demeure pas moins qu'il y a quand même ces politiciens-là, ils ont des bureaux, souvent ils ont des attachés avec eux qui travaillent avec eux, donc c'est des équipes en place. Puis en tant que citoyen, on peut prendre le téléphone, rentrer en contact avec nos élus pour leur demander ou en fait leur faire entendre des préoccupations qu'on a. Puis ça aussi, c'est important dans l'aspect. C'est-à-dire, au-delà du vote, il y a un exercice qui se joue à l'année longue, en fait, de la participation démocratique. Oui, ça, c'est important de se le rappeler. Les élections, c'est pas juste... la démocratie, c'est pas juste je vote une fois aux 4 ans lors des élections. Ça se vit au quotidien. Puis les élus, comme tu l'as mentionné, qu'on choisit pour nous représenter pendant 4 ans, bien, leur rôle, c'est d'entendre nos idées, de récolter nos idées, et de les représenter, de les transformer en propositions. Donc, il y a des façons de... Donc, nous, on a accès à nos élus au quotidien. C'est important d'aller voter pour les choisir. Mais aussi, il y a des façons il y a des choses que les élus peuvent proposer puis que les villes vont mettre en place pour qu'on puisse vivre notre démocratie au quotidien. Donc, je reviens un peu à ce que je mentionnais tantôt, là, aussi par rapport à la mission du Centre d'écologie urbaine. Nous, on va accompagner les villes à faire des démarches qui incluent la population dans soit l'urbanisme participatif, dans l'aménagement de la ville, de nos parcs, de nos espaces. Donc, consulter. Quand on veut créer un nouveau parc, ben qui habite proche, qui va l'utiliser. Puis on va consulter les gens, on va demander leurs besoins, les obstacles. C'est quoi les obstacles, là? Puis comment on pourrait résoudre ces obstacles-là? C'est quoi, qu'est-ce que vos envies? Puis ça peut être inclus, ça, dans l'aménagement d'une ville. Il y a aussi le budget participatif. Donc, c'est une démarche qui est de plus en plus populaire au Québec. Il y a eu 5 budgets participatifs à Montréal cette année. Ça, c'est une démarche qui permet à la population
de décider comment on va dépenser le budget, une partie, hein, c'est tout le temps une partie du budget d'une ville. Donc, si on prend l'exemple du Plateau Mont-Royal, il y a eu un budget participatif cette année. Bien, le Plateau Mont-Royal a mis 250 000 $ de côté. Puis c'est la population du Plateau Mont-Royal qui a décidé comment il allait être dépensé. Donc, c'est une démarche dans laquelle on invite la population à proposer des idées de projets qui seraient d'intérêt, qui seraient bénéfiques pour la communauté du Plateau Mont-Royal. Puis, donc, il y a, mettons, une dizaine de projets qui sont proposés. Puis après ça, la population vote. Puis les projets qui sont priorisés par le vote, bien, ils sont réalisés par cette enveloppe-là de 250 000 $. Donc, c'est toutes des façons de faire pour que on soit impliqué dans la prise de décision publique, la prise de décision des villes puis des arrondissements, puis qui nous permettent de vivre notre démocratie au quotidien. On appelle ça la démocratie participative. Puis c'est important, nous, pour le Centre d'écologie urbaine, ça fait partie de notre mission de le mettre de l'avant, puis d'accompagner les villes et les arrondissements à faire ces démarches-là. Oui, effectivement, on l'entend bien, comme tu le nommais en début d'épisode, en nous parlant un petit peu du Centre d'écologie urbaine de Montréal et des 3 axes principaux. On voit bien comment ça prend forme chez vous, puis l'importance de la démocratie participative. On sent aussi comment la démocratie, c'est pas seulement lors du moment du vote, mais que l'exercice démocratique peut se vivre à l'année longue, puis surtout dans une optique de démocratie de proximité, si j'oserais dire, comme au niveau politique municipal. Anne, on vient de passer sur les sujets du système électoral et de la valeur de la participation démocratique. Je te propose de terminer sur une introduction à l'analyse des enjeux sociopolitiques montréalais cet automne, si tu le veux bien. Les noms les plus connus qui se présentent à la mairie de Montréal sont Valérie Plante pour Projet Montréal et Denis Coderre pour Ensemble Montréal. Je te propose un petit jeu pour le plaisir. Donc, on est dans un ascenseur, on a 60 secondes pour se rendre à l'étage. Tu as ce temps-là pour nous faire une brève analyse là, un peu sur le profil, le style de ces politiciens-là. Oui, moi, j'aurais ça un peu plus neutre. Dans le fond, sans nommer là, un politicien ou un parti, dans le fond, ce que je trouve important de partager, c'est que les différents candidats ou les différents partis, ils portent des valeurs, ils ont des valeurs différentes. Ils ont des visions différentes pour Montréal, des propositions. Puis comme je disais tantôt, c'est important donc, de partir de nos valeurs, de nos besoins, de nos idées, puis de s'informer pour choisir les candidats qui vont nous représenter. Il y a certains partis à Montréal qui ont des valeurs qu'on pourrait dire plus sociales, plus environnementales, qui vont donc être plus axés sur adresser les conditions sociales et économiques de la population. Puis tu vas avoir d'autres partis ou candidats qui vont être plus, par exemple, axés sur l'international. Donc, faire de Montréal une ville attractive, attirante pour les investisseurs étrangers, pour les compagnies à l'international. Puis ça, c'est important d'aller voir ça. Est-ce que ça correspond à nos valeurs? À ce qu'on veut voir pour la ville, comment on veut voir la ville se développer, parce que ça va avoir un impact sur notre quotidien, sur comment on va vivre notre ville. Donc, par exemple, si le développement du centre-ville, ça va être un enjeu qui risque d'être quand même central à l'élection qu'on va vivre. Donc, si on a une vision plus, mettons, de verdir le centre-ville, ou de faire en sorte qu'il devienne un endroit où on peut faire notre épicerie à pied, on a des parcs où on veut attirer les familles, on veut ajouter des parcs pour que les enfants peuvent jouer. Bien ça va donner un développement du centre-ville vraiment différent que si on a une vision qui est, par exemple, d'ajouter plus de grandes tours pour attirer plus de compagnies ou de travailleurs étrangers. Donc, ça va donner si on habite à Ville-Marie, ça va donner 2 centres-villes complètement différents. Donc, c'est important de se demander, nous, qu'est-ce qu'on voit pour Montréal, qu'est-ce qu'on souhaite,
puis d'aller s'informer sur les candidats et ce qu'ils proposent, parce que ça va affecter notre quotidien. Puis un peu dans la même veine, peut-être que tu as déjà commencé à répondre à ma prochaine question. Mais au fédéral, on parle souvent de certains, au provincial ou fédéral, peu importe, on parle souvent de certains axes idéologiques sur lesquels on arrive à positionner les partis politiques. Par exemple, l'axe gauche-droite sur le plan économique. Par exemple, l'axe souverainiste-fédéraliste. Est-ce qu'il y a des axes idéologiques qui caractérisent le positionnement des partis politiques au niveau municipal, notamment à Montréal, là? Et si oui, comment est-ce que ça se répercute concrètement dans nos quartiers? Oui, c'est ça. Au fédéral et au provincial, c'est un peu plus clair, les distinctions, là. On va vraiment avoir au fédéral les conservateurs qui ont une vision économique qui est plus au niveau des libertés individuelles, puis de peut-être d'avoir moins de services à la population. On est plus dans dans notre chance individuelle de réussir, versus on peut avoir des partis plus progressistes qui vont vraiment faire investir dans des politiques de soutien à la population de toutes sortes. Au municipal, c'est un peu moins sur des extrêmes comme ça, mais comme je le mentionnais, les candidats ou partis vont avoir quand même des propositions qui vont amener un développement de la ville différent. Comme je le nommais, si je reprends l'exemple du centre-ville, si on est on veut garder ça plus à une échelle humaine, notre centre-ville, on veut que les gens aillent vivre. On veut pas juste des travailleurs, on veut pas juste un développement de business, là, d'affaires. On veut que les gens aillent vivre, s'installent. Bien ça va amener... C'est une vision que certains partis ont qui est différente d'une autre vision, puis là, on va le développer dans un sens de vraiment amener plus de travailleurs, plus de compagnies, donc plus de tours, fait qu'on est moins sur des grands axes, mais il y a des visions différentes. C'est important de s'informer. Ouais. Oui, puis dans la même foulée, je soulignerais quand même que je mentionnais les partis de Projet Montréal puis Ensemble Montréal, parce que c'est quand même deux partis qui ont scoré plus haut dans les dernières élections et qui sont pressentis pour être ces deux partis-là qui ont peut-être un avance dans les intentions de vote, mais c'est pas dans une optique d'orienter les citoyens vers un de ces deux partis-là. Là. Puis j'invite les gens aussi à s'informer avant de faire leur choix, de voir les plateformes électorales ou les idées qui sont proposées par les partis en se rendant sur les sites Internet. Déjà, c'est une bonne manière de s'informer sur ce qui est proposé par les différents partis. Au-delà des enjeux récurrents, Anne, des enjeux récurrents d'élection, en élection, est-ce qu'il y a des sujets chauds cette année, en 2021, sur lesquels on peut anticiper que la campagne électorale sera orientée à l'automne? Et j'aimerais terminer là-dessus, quels seront les enjeux centraux de la campagne électorale municipale cette année, selon toi? Oui. Je lisais dans Le Devoir que ce qui risque d'être central, et c'est pour ça que je l'ai donné comme exemple, c'est la relance économique de la ville après la pandémie qu'on vit, mais aussi du centre-ville. C'est pour ça que j'ai nommé le centre-ville quand même tantôt comme exemple. Il y a eu une dévitalisation du centre-ville. On est allé en télétravail. La plupart des travailleurs travaillent de chez eux, donc ne vivent pas ne font pas leur journée là, durant la semaine au centre-ville. Donc, il y a une dévitalisation, il y a des commerces qui ont fermé, donc il y a quelque chose à faire avec le centre-ville. C'est que ça va être assez central. Donc, c'est pour ça tantôt que je mentionnais les différents partis qui ont différentes visions pour le centre-ville. Comment on va faire en sorte de faire revenir les gens dans le centre-ville si on décide de rester une partie du temps en télétravail, puis qu'il y a beaucoup moins de travailleurs qui vont au centre-ville. Et il y aurait aussi l'environnement.
avec tout ce qu'on vit, avec les canicules de plus en plus importantes, la pollution qui augmente, on voit qu'il y a des feux de forêt partout dans le monde, des inondations aussi, puis ça, bien, les villes, ils ont une responsabilité en matière d'environnement. Donc, ça va être à voir qu'est-ce que les partis proposent. Si on revient au centre-ville, bien, ce qu'on propose de verdir le centre-ville, c'est un endroit où il y a moins de verdure que dans d'autres arrondissements, donc plus de chaleur. Hein, il y a moins d'arbres pour faire de l'ombre. Donc, qui propose quoi pour le centre-ville par rapport à l'environnement, mais aussi dans chaque arrondissement. Puis sinon, des enjeux là, un autre enjeu auquel je pense, bien, au niveau de la sécurité, tu sais, là, récemment, il y a de la violence, une montée de violence à Montréal. Donc, comment va être réglée cette situation-là? Puis sinon, des enjeux récurrents qui reviennent, mais tu sais, le transport en commun, c'est toujours un enjeu qui revient, d'avoir un meilleur accès au transport en commun, d'être mieux desservi. Les logements sociaux, hein, il y a des besoins, puis vraiment de plus en plus grands, là, les prix des logements augmentent. Fait que c'est vraiment un besoin fondamental là, d'être logé, d'avoir un logement abordable. Puis sinon, ce qui revient souvent, ben, c'est la propreté de nos villes, la qualité de nos routes, le déneigement. Même si, bon, on peut penser qu'il va neiger de moins en moins, mais ça demeure un enjeu. Les stationnements, la culture, un soutien à la culture. Puis nos parcs, là, leur entretien, puis en créer de nouveaux. Parfait, merci beaucoup. Avant de se laisser, Anne, est-ce que tu peux nous rappeler comment on peut suivre les activités du Centre Écologie urbaine de Montréal? Oui, bien, vous pouvez aller sur notre site internet, écologieurbaine.net, puis vous allez voir nos projets, notre mission, notre approche. Vous abonner à notre infolettre pour avoir des nouvelles à chaque mois sur ce qu'on fait, ce qu'on propose. Et vous pouvez même devenir membre du Centre d'écologie urbaine, puis donc participer à notre assemblée générale annuelle. Et concernant donc le numéro de téléphone, c'était Élections Montréal, je crois, donc c'était le 514-872-VOTE ou le 514-872-86-83. Et tu me parlais d'un site internet aussi d'Élections Montréal qui était... Oui, donc élections avec un S, .montréal.ca. Okay. Élections.montréal.ca. Exact. Super, je te remercie chaleureusement d'avoir participé à cet épisode spécial sur l'ABC des élections municipales. C'était vraiment intéressant de t'entendre. Merci beaucoup. Merci à toi.